Et bonjour à tous, Salut les amis. bienvenue sur la charnière pour cette nouvelle vidéo les gars, React au quart de finale de Ligue des Champions. Les matchs retour se sont joués hier et avant-hier au moment où on enregistre cette vidéo. On va revenir donc brièvement sur ces confrontations qui nous ont offert donc de très très beaux matchs, il faut le dire, et qui ont donné lieu à un carré final vraiment assez alléchant. Donc je vous propose qu'on commence sans plus tarder, c'est parti. On commence tout de suite avec le choc entre les Anglais d'Aston Villa qui recevaient les Français du Paris Saint-Germain, les hommes de Luis Enrique qui se sont imposés 3-1 sur leur pelouse pour le match aller, avec notamment un très beau but de Nuno Mendes qui est venu sceller le score tout en fin de partie. Donc on s'attendait peut-être à un déplacement assez tranquille, mais on peut dire que ça n'a pas forcément été le cas. Ça n'a pas forcément été le cas, bien que Paris ait commencé très fort ce match. On voit dans 10e minute à peu près, 11e et 27e, les deux latéraux, les deux pistons très offensifs du PSG qui avaient permis au PSG d'ouvrir puis de doubler le score. À ce moment-là, on se dit tous que le match est plié 5-1 sur la double confrontation cumulée, avant que Tielemans ne vienne réduire le score et que McGinn et Konsa viennent faire douter le Paris Saint-Germain. Alors, ce qui est intéressant de dire, c'est que Aston Villa n'a pas dérogé à ses principes. On s'attendait peut-être à avoir un Watkins et un Rodgers peut-être replacé dans l'axe pour avoir peut-être un Leon Bailey ou un autre attaquant en tout cas, Jacob Ramsey ou Asensio même qui était remplaçant. Non, Unai Emery est resté sur les principes du match aller avec un milieu solide, défensif et essayer d'exploiter les contre-attaques avec Rashford en pointe. Ça n'a pas marché en début de match, mais en fait, comment dire, je pense que Aston Villa peut avoir des regrets. Parce que là où ils ont fait mal à Paris, c'est même pas sur des contre-attaques. C'est en ayant mis une pression haute, en ayant mis la pression dans les 16 mètres du PSG, où on sait où ils sont plutôt vulnérables dans cette protection de surface. Et en fait, on a l'impression que Unai Emery s'est dit, bon, la seule manière de faire mal à ce PSG, c'est de les prendre dans leur dos. Mais en fait, peut-être que non. Et peut-être que s'ils avaient abordé le premier match comme ils ont abordé la deuxième mi-temps, ils auraient peut-être pu faire plus mal à ce PSG. Et je pense qu'ils peuvent avoir des regrets, surtout que le PSG s'en sort très très bien. 6 grandes chances générées par Aston Villa, 17 tirs à 14. On va pas se mentir, beaucoup critiqué. Donnarumma, pour le coup, s'il n'est pas là ce soir-là du côté de Villa Park, je pense que Paris se fait éliminer. Il a sauvé la cabane clairement plusieurs fois pendant cette soirée, mais moi j'ai surtout été très déçu, pour tout vous dire, de la prestation des Parisiens. Ça fait des mois qu'on loue leur performance et à juste titre, c'est une équipe absolument superbe à avoir joué, qui font des jeux absolument tous les plus grands d'Europe, enfin ils écrasent tout sur leur passage. Et là donc au moment où justement on allait un peu tester peut-être, il y avait un vrai test là pour le coup mental, je dirais plus qu'autre chose, plus que footballistique, parce que si on est honnête, vous avez les 2-11 sous les yeux, je pense que Aston Villa n'avait pas les qualités footballistiques, n'avait pas forcément les armes pour sortir ce Paris Saint-Germain sur le terrain, donc ça allait peut-être se jouer justement sur une dimension un petit peu plus mentale, et c'est là où je trouve que les Parisiens justement, mais malgré le fait qu'ils avaient commencé, ils s'étaient mis dans des excellentes dispositions, comme tu l'as dit, 2-0 après 20 minutes de jeu, ils ont laissé un peu le match leur échapper par la suite, et moi j'ai envie de dire aussi, on a un petit manque de réaction là quand même de la part notamment de Luis Enrique, parce qu'on voit qu'il n'a fait rentrer que Désiré Doué, et pourtant je veux dire le Paris Saint-Germain a quand même des options en sortie de banc qui restent quand même pour certaines assez intéressantes. Je pense à Gonzalo Ramos, à Emery, Kanguinli, enfin voilà, même Beraldo Hernandez qui aurait pu solidifier un peu toute cette défense. A l'inverse, Unai Emery lui a fait rentrer ses gâchettes, et ça c'est peut-être quand même une des forces d'Aston Villa, c'est que, il faut dire ce qui est, ils n'ont pas un attaquant qui serait titulaire à Paris. Par contre, ils ont beaucoup quand même d'attaquants qui sont capables de poser des problèmes sur un bon jour à, je pense, n'importe quelle équipe. Et c'est un peu ce qui s'est passé, Aston Villa a su revenir dans le match, et aussi, et surtout grâce à l'exceptionnelle ambiance du côté de Villa Park. Franchement, j'ai rarement vu ça, une très très grosse ambiance qu'ont mis les Anglais. Et aussi, il faut dire ce qui est, les hommes d'Aston Villa, ils ont un gabarit pour une taille moyenne qui ont mis en difficulté les Parisiens. Moi j'ai trouvé dans les duels vraiment qu'il y avait un manque de répondants dans certains instants clés du match, et ils s'en sont bien sortis, surtout parce que si on regarde le fil du match, moi j'ai envie de dire que tout s'est enchaîné très vite. On voit qu'entre finalement le 2 partout et le 3-2, on a eu seulement 2 minutes qui se sont écoulées, et après ça, le Paris Saint-Germain aurait pu connaître une déroute, comme il en a déjà connu beaucoup.
Par beaucoup de chance, il y a quand même encore eu 2-3 grosses occasions. Je pense encore à la dernière, dernière frappe contrée par Pacho, sauvée quasiment sur la ligne. Donc voilà, Paris qui s'en sort bien, qui ne rassure pas forcément pour le coup ses supporters, mais je pense que voilà, l'essentiel est là, ils sont en demi-finale. Et pour conclure, donc pour ma part, moi je pense que cette qualification, elle est quand même méritée, aller-retour. Et voilà, les hommes de Luis Enrique qui seront un gros contender jusqu'au bout pour cette Ligue des Champions. Ouais, et puis ce qui est intéressant de noter également, c'est que Paris et le Barça, mais on aura le temps d'en reparler, c'était quand même les deux favoris jusqu'à maintenant. Ouais, c'était les deux favoris qu'on mettait, pour la plupart en tout cas, assez largement au-dessus des autres équipes qui restaient en lice dans cette compétition. Et j'ai l'impression. Ils potentiellement les deux adversaires les plus faibles au quart de finale. Ouais, et j'ai l'impression que maintenant, autant Paris là, avec cette déroute du côté d'Aston Villa, et le Barça qui du coup a perdu à Dortmund, les deux équipes ont un peu régressé dans les favoris, enfin dans le classement des favoris de beaucoup d'observateurs du foot. À voir comment ça va se traduire maintenant en demi-finale. On a peut-être vu que ces équipes pouvaient être fébriles, alors que on les voyait un peu intouchables jusqu'à maintenant. Et j'ai l'impression qu'avec la double confrontation entre Arsenal et le Real aussi, ça a donné pas mal de crédit à Arsenal, mais on aura le temps d'en reparler également. Donc voilà, les cartes, j'ai l'impression qu'elles sont un peu redistribuées, c'est peut-être aussi ça qui va faire la beauté des demi-finales. Mais en tout cas, pour terminer sur le Paris Saint-Germain, oui, au vu du match aller quand même, on a vu que c'était une équipe vachement plus forte qu'Aston Villa. Et probablement que Aston Villa a profité un peu du momentum et du mental, autant insufflé par son stade, autant de la fragilité mentale du Paris Saint-Germain. Mais à voir comment ça va se goupiller pour les demi-finales, du coup, pour le PSG qui va avoir un sacré client. Ouais. L'autre équipe dont on voulait parler, du coup, les amis, le Barça. Le Barça qui a eu un destin un peu similaire au Paris Saint-Germain. On les voyait intouchables après le match aller à Barcelone, à Montjuïc, contre Dortmund. Ils mettaient un 4-0 facile, maîtrisé, même s'ils ont subi quelques occasions. Et puis le retour, 3-1, triplé de Guirassy. À 2-0, si Ben Sebaini ne met pas le but contre son camp, comme on le voit ici, le match peut assez vite s'enflammer. Il reste plus de 40 minutes, 40 minutes, 40 petites minutes à jouer. Et Dortmund doit mettre plus que 2 buts, donc compliqué. Mais le Barça, on a vu une fébrilité un peu à l'image de Paris en fait finalement. Ils sont vraiment très mal rentrés dans ce match. C'était pas complètement la même chose. J'ai l'impression que Paris, ils ont senti la pression et ils ont craqué. Alors que le Barça, c'est comme s'ils avaient fait juste un non-match en fait, ils étaient juste pas bons, j'ai eu l'impression. Alors il y a plusieurs choses, je trouve que vraiment le match aller et le match retour n'avaient rien à voir. Le match aller, on a vu un Barça très dominant, très fort, qui vraiment a harcelé la défense très friable du Borussia Dortmund pendant quasiment 90 minutes. Comme tu dis, le Borussia a eu ses occasions et peut-être nourrir de regrets, moi je pense, de ne pas avoir marqué en Catalogne. Parce que quand on regarde le début du match, moi je trouve que ça n'avait rien à voir. Vraiment, Dortmund a mis un bouillon au Barça. Et on parle des fois de fameux match 100. Pour moi, c'était la définition d'un match 100 pour le Barça. Alors, on a peut-être quelques petites ébauches d'explications. Déjà, si on va sur la compo, il y a quand même 2-3 petites différences. On voit que Hansi Flick, et ça peut se comprendre, a fait un peu tourner. Quand je dis tourner, c'est pas non plus énorme, mais on voit déjà la blessure de Baldé, très préjudiciable, et surtout l'absence de Pedri, remplacé par Gavi au même poste. Sinon, c'était le même 11 qui a débuté à Montjuïc. En revanche, du côté des hommes de Niko Kovac, il a complètement remanié son 11. Il est passé sur une défense à 3. On a vu des nouvelles têtes comme le jeune Svensson, Couto également, même Süle, enfin bref, beaucoup de changements. Et il faut dire ce qui est, Dortmund a attaqué cette rencontre pied au plancher. Et il n'y a qu'un but sur penalty de Guirassy dans les 10 premières minutes, mais ils ont 3 grosses occasions dans les 10 premières minutes. Vraiment, au début, le Barça n'existait pas. On aurait pu à ce moment-là se dire, alors peut-être. Bon, il y avait quand même un gros déficit de buts à remonter, 4 buts. Voilà. C'est sûr que c'est toujours compliqué, mais comme tu dis, moi je pense que le Barça, à l'instar du Paris Saint-Germain, eux qui étaient. Les deux équipes étaient invaincues en 2025, il faut le dire. Voilà, ils perdent leur invincibilité tous les deux le même soir. Ils ont justement peut-être un peu redescendu, ils ont perdu un peu de cette aura qu'ils avaient. Après, je pense que faut quand même un petit peu nuancer pour le Barça surtout, du fait qu'ils n'avaient pas Pedri qui est peut-être le joueur le plus important. Baldé, c'est à voir s'il revient de blessure, mais ça faut faire attention parce que Gérard Martin, c'est compliqué. On a vu des images là sur l'alignement défensif qui est très exigeant de la part d'Hansi Flick. On sait que pour assimiler ça, c'est pas facile.
Tout le mérite en revient aux autres défenseurs. Koubarsi, par exemple, du haut de ses 17 ans, il a très bien compris ça. Enfin bref, voilà, moi je pense que le Barça s'en sort quand même. J'ai même pas envie de dire bien, parce que leur match, j'ai pas l'impression qu'ils étaient très heureux de leur match. Hein. Je sais pas ce que Non, t'en ils penses. étaient pas, c'était un peu l'image du PSG. On voit la fameuse photo de Dembélé avec le trophée d'homme du match Ouais, après. elle voulait tout dire. Il n'était pas content. Voilà, le Barça n'était pas content de son match non plus. Mais c'est un signe d'un club de gagnants, hein, donc c'est pas forcément négatif. On voit que même s'ils sont qualifiés, ils cherchent la perfection, ils auraient voulu gagner ce match, même s'ils sont passés à côté. Après, pour ce qui est de Gérard Martin, oui, ça demande un temps d'adaptation d'être défenseur dans cette ligne de 4 du Barça qui joue de manière si spéciale, en faisant le piège du hors-jeu à chaque balle en profondeur. Maintenant, c'est pas tant sur l'alignement que je me ferais du souci, parce que ça peut s'apprendre assez rapidement. On a vu au début de saison, ils arrivaient beaucoup à le faire. Après, il y a eu un petit moment de creux. Mais je pense que Gerard Martin pourra s'adapter à ce système-là. En revanche, il y a eu quelques erreurs techniques et défensivement, ça n'a pas l'air très solide. Hein. Sur Julien Duranville en fin de match, il a souffert. Et puis, si j'imagine, contre l'Inter, voilà, il y aura peu de situations de 1 contre 1, mais une mauvaise couverture de l'espace, ça peut être très préjudiciable contre l'Inter. Le Bayern, on en a beaucoup souffert. Donc voilà, moi, honnêtement, je pense que ce Barça-là, c'est moins grave ce match-là que le PSG. Je m'explique. Après, là, on a pas mal parlé de la défense, mais moi j'ai surtout envie de parler aussi de l'attaque. Parce Oui. que ce trident, c'était quand même la grosse force du Barça sur toute la saison. Et particulièrement en match aller, tous les trois en sortent buteurs. Yamal un but, Rafinha un but et Lewandowski doublé. Et pour avoir été au stade, comme je vous l'ai dit, je pense que j'étais impressionné, comme sur chaque récupération de balle des Catalans, souvent très haute, ça se projetait à toute vitesse. Ils se trouvaient les yeux fermés entre les trois, particulièrement la connexion Yamal-Rafinha. Mais hier, ils se sont pas trouvés une fois, j'ai l'impression. Ouais, mais en fait, je pense que c'est pas si grave que ça, parce que ça arrive d'avoir un match sans pour les attaquants, pour toute une équipe en fait. Et je pense vraiment que c'était une erreur de parcours de la part du Barça, qui a peut-être pris ce match un peu à la légère en se disant bon, on a gagné 4-0 l'aller, voilà. C'est pas forcément grave, moi je pense qu'ils vont arriver en demi-finale avec la même hargne et la même faim qu'ils avaient depuis qu'ils ont depuis le début de saison. Absolument. Alors que pour Paris, j'ai plus l'impression que c'est un scénario qui, s'ils sont amenés à de nouveau être sous pression comme ça dans un stade hostile, ils peuvent de nouveau craquer. J'ai l'impression que c'est un truc qui fait plus partie d'eux et qu'ils pourront pas changer comme ça en claquant des doigts, alors que le Barça, on a vu leur force. Et voilà, c'était juste un match sans, et je pense qu'ils s'en sortent bien, mais voilà, ils vont réenchaîner, et contre l'Inter, on fera une vidéo pronostic, mais je les vois favoris, et puis de manière générale, je pense que cette équipe a assez de qualité pour faire tomber n'importe qui. Puis là, contre Dortmund, c'était un peu les circonstances qui ont fait qu'ils ont mal négocié ce match retour. Et puis après, il faut dire aussi que Dortmund, dans leur stade, tout peut se passer. Hein. Enfin voilà, le mur jaune a poussé. Guirassy, on connaît, on a beau dire qu'il met des tapines, mais il est toujours placé au bon endroit. C'est un neuf. Voilà, ouais, c'est exactement ça. Mais pour conclure, voilà, je pense que le Barça est un peu passé à côté de son match, mais disons que les circonstances du match retour, après un aller gagné 4-0, le fait qu'il ait fait un peu tourner, le fait de jouer au Signal Iduna Park, voilà, je pense qu'il y a quelques circonstances atténuantes et le Barça reste pour moi le favori de cette compétition. Ouais, bah écoute, pour conclure, pour ma part, moi je dirais aussi qu'il faut pas oublier que ce Barça est flickien. Et que nous, en tant que supporters du Bayern, on sait aussi ce que ça veut dire, c'est que tu mettras toujours beaucoup de buts, il n'y a pas de souci avec ça, mais je pense que tu peux toujours en prendre beaucoup. Et c'est pour ça que dans ce match-là, moi je suis surpris que le Barça, et c'est là où c'est qu'on voit qu'il y avait peut-être un peu un volet mental, c'est que ces trois-là qui n'ont pas su se régaler dans les espaces gargantuesques qu'offrait la défense de Dortmund, qui de 1 est connue pour sa perméabilité, et de 2, en plus ce soir, n'avait pas son leader, encore une fois, Nico Schlotterbeck, comme au match aller déjà, mais avait par exemple Valdemar Anton et Niklas Süle qui sont tous les deux vraiment, ils ont la charrette, il n'y a pas d'autre mot. Ben Sebaini pareil, il a mis un but contre son camp carrément. Enfin bref, moi je trouve que c'était quand même assez surprenant de les voir autant peu sur deux, j'ai vu même beaucoup de signes d'agacement. Mais ouais, je te rejoins sur le fait que la qualification est évidemment amplement méritée sur les deux matchs, pareil, largement supérieur tant sur le niveau de l'effectif que collectivement. Voilà, ils ont su prouver leur supériorité au match aller. Et pour moi, c'était ça le vrai Barça. Ouais. Attention, parce que voilà, les gros matchs européens, on sait que ça peut toujours mettre en difficulté. Il y a toujours la pression, les matchs à l'extérieur, comme ça, c'est jamais facile. Mais comme tu dis, moi je pense qu'il ne faut pas oublier que le Barça reste, à mon sens, également le favori de cette compétition.
même si on aura le temps d'en parler en long, en large, mais on a Mhm. peut-être 4 favoris à l'heure actuelle. Et c'est pas pour nous déplaire. Les amis, on va pas vous mentir, ça fait pas plaisir de parler de ce match. La douleur est encore présente, mais voilà. C'est le football, grosse double confrontation face aux hommes de Simone Inzaghi. L'Inter et le Bayern qui nous ont offert peut-être la plus belle des doubles confrontations, à mon sens, du moins la plus Mhm. équilibrée. Ça s'est joué vraiment aller-retour jusqu'à la dernière minute du match aller, la dernière minute du match retour. L'Inter qui a fait l'upset en allant s'imposer du côté de l'Allianz Arena, ça on l'avait pas vu venir, faut dire ce qui est. Après, c'est vrai que le Bayern, comment ne pas parler des blessures, hein, forcément. C'est quand même le gros point à souligner quand on parle de l'effectif voilà, amputé de beaucoup de ses cadres. Bon là on est sur le match retour, mais au match aller il y en avait même encore plus. Ouais. Donc voilà, Neuer, Davies, Upamecano, Musiala, on avait même Coman et Pavlovic sur le match aller, donc ça fait aller à peu près la moitié du 11 titulaire qui n'était pas présent. Mhm. L'Inter n'a également pas pu compter sur Denzel Dumfries aller-retour, mais voilà. Dans l'ensemble, on est obligé quand même de solliciter ce volet d'entrée de jeu pour expliquer que le Bayern était un Bayern vraiment très 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 affaibli, je pense, sur la double confrontation. Et pourtant moi je trouve on a été solide. Ouais. Le Bayern a vraiment, dans l'attitude, j'ai trouvé, proposé peut-être ce qu'ils avaient de mieux à proposer, malgré le fait que le manque d'efficacité, et ça a été une constante tout au long de la saison, nous a clairement fait défaut. Bah ouais, autant. Moi, je pense que je préfère me concentrer sur le terrain. Évidemment avec Musiala, évidemment qu'avec Davis, ça aurait pas été la même chose. Mais si je dois parler des deux matchs avec les 11 joueurs et les 15 joueurs du Bayern qui étaient sur le terrain, honnêtement, l'Inter, il n'y a pas grand chose à dire. Ils ont fait les matchs qu'ils font tout le temps, en fait. Ils sont bons avec la balle, ils sont bons sans ballon. Ils sont justes en fait. Ils sont justes et ils sont surtout efficaces dans les deux Cohérents. surfaces. C'est... Si on regarde de nouveau ce match-là, ils n'ont pas fini avec beaucoup de tirs. Hein. Ils cadrent 6 tirs, ils marquent 2 fois. Nous, on en cadre 6 aussi, mais on a 20 tirs, puis surtout dans la possession. Voilà, en fait, ils savent utiliser le ballon de manière juste. Et en fait, si je dois parler de mon équipe, le Bayern, ben voilà, c'est clair dans le jeu. Même avec les joueurs, même avec d'ailleurs en centrale, même avec Stanisic latéral gauche, Thomas Müller. même avec Müller en 10 encore, pas de Musiala, enfin, même avec ces joueurs-là, je trouve que dans le contenu, évidemment qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais le Bayern a su presser, le Bayern a su se créer des occasions, le Bayern a su être dominant, le Bayern était le Bayern en fait. Ouais. Mais là où c'est clair, là où on a pêché, c'est clairement à la finition. Le poteau d'Harry Kane au match aller, des situations dans les 16 mètres, dans les 5 mètres, j'ai vu avant L'efficacité dans les deux surfaces, hein. On en parle Exactement. souvent, mais c'est ce qui fait certainement tourner la double confrontation. Si on regarde ici, sur les 20 tirs, il y en a au moins 15 qui sont dans les 16 mètres. Tu peux pas marquer sur 15 tirs dans les 16, tu peux pas marquer que 2 fois et prétendre à une place en demi-finale de Ligue des Champions. Encore une fois, tout le mérite en revient aussi à l'Inter. On sait que c'est une équipe défensivement tellement solide, et Yann Sommer aussi. Yann Sommer qui fait très mal, comme à son habitude, gardien extrêmement fiable. Donc voilà, malheureusement, c'est vrai qu'on aurait espéré une qualif. Le match nous a tenu jusqu'à la dernière minute, hein, en plus. Hein, mais voilà, je pense qu'aller-retour, l'Inter, pour parler un petit peu de l'adversaire, c'est ce que tu as dit. Pour moi, c'est vraiment une structure parfaitement huilée. Ils sont pas impressionnants, je trouve, du moins pas autant que j'ai pu entendre certaines personnes qui les rangeaient au rang de favoris, comme le Barça, Arsenal et le PSG. Moi, je les mettrais peut-être un petit cran en dessous quand même, tout simplement parce que ils n'ont pas non plus énormément de joueurs de classe mondiale, je trouve. Enfin, évidemment qu'il y a des Barella, des Lautaro Martinez que j'ai trouvé vraiment impressionnants. Ce qu'il faut dire, ils étaient impressionnants. En fait, ils sont juste cohérents à tous les niveaux. Ils me font presque un peu penser, tu sais à qui des fois? À l'Italie 2021, quand ils prennent l'Euro. Oui. C'est vraiment, c'est l'équipe parfaitement huilée, tout le mérite en revient à Monsieur Simone Inzaghi, bravo à lui. Ça conduit son équipe en demi-finale de Ligue des Champions, on verra ce que ça donne pour la suite du côté du Bayern. Le rêve s'arrête ici, le rêve de finale. Pour ma part, allez, je vais adresser un petit dernier mot à l'artiste Thomas Müller. Merci, tonton, de nous avoir fait toutes ces émotions. Si on est aussi aujourd'hui devant ce micro, c'est en partie avec ce joueur qui nous a donné l'amour pour ce club. Donc, Thomas Müller, en plus, le gars, donc 37 ans, juste pour en parler, et qui, dans l'attitude, était peut-être le mec le plus exemplaire ce soir quand on pense à d'autres qui seront encore certainement là l'année prochaine et qui, eux, ne le méritent certainement pas autant. Pas autant, voire pas du tout.
Et puis pour revenir au concret et à cette élimination, voilà, la seule chose qui est dommage, c'est que le Bayern, on se dit, voilà, Kane 52e, magnifique but. Voilà, le Bayern a fait le plus dur. Moi, c'est ce que je me dis à ce moment-là. Le Bayern a fait le plus dur, est revenu. Il reste 40 minutes et il y a 0-0. Le match aller est effacé des ardoises. Et puis là, ce qui est dommage, c'est que le Bayern, peut-être avec une défense effectivement sous Upamecano et sans Davis un peu trop fébrile, n'arrive pas à utiliser le momentum du but marqué par Kane et encaisse 2 fois en 3 minutes. Bah, il y a quand même une constante finalement dans cette double confrontation, c'est qu'en fait le Bayern, à chaque fois qu'ils ont su marquer, revenir dans ce match, comme ce fut le cas notamment au match avec Thomas Müller, directement Fratesi qui scelle le score à l'Allianz Arena, et là pareil, Kane qui remet les deux équipes à égalité, 2 buts coup de surcoup en 3 minutes, 2 buts sur corner. C'est malheureux. C'est malheureux, mais c'est pas suffisant pour prétendre à une demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est les deux choses, les deux seules choses que je peux reprocher à mon équipe, c'est voilà, ne pas avoir géré, la défense de la surface sur coup de pied arrêté déjà, ne pas avoir su marquer plus d'occasions et être efficace dans les deux surfaces, et surtout, ne pas avoir géré les temps forts et les temps faibles. Autant au match aller, je suis désolé, mais c'est un match aller de Ligue des Champions. Tu égalises, d'accord, mais tu ne peux pas te découvrir à tel point de prendre un but dans les 5 minutes après. Et pareil, là, tu peux pas, juste après avoir fait le plus dur, selon moi, encaisser 2 buts dans les 10 minutes qui suivent ton égalisation. Voilà, c'est peut-être un manque de maturité de certains joueurs. Après, je sais pas si tu te rappelles, mais on avait mobilisé le fait que le Bayern était ultra habitué de ce genre de match, 13 qualifications sur les 14 dernières éditions. Donc on était en droit d'attendre justement cette expérience dont ils avaient par exemple fait preuve face à Arsenal l'année passée. Voilà. Ça a été un peu tout l'inverse finalement. C'est l'Inter qui justement a su être très froid, très réaliste, à l'inverse du Bayern qui était énormément justement, en fait on a senti beaucoup d'émotions, je trouve, surtout dans cette équipe du Bayern. C'est ça qui les animait vraiment, alors que l'Inter ils étaient sur leur plan de jeu, et c'est ça qu'on paye au final, quoi. Ouais, complètement. Et puis on louait l'expérience, mais après peut-être que l'inexpérience justement d'un Kim qui n'a jamais joué, qui a joué un quart de finale mais qui était remplaçant l'année passée, il me semble, contre Arsenal, d'un Stanisic qui n'a jamais joué un quart de finale de Ligue des Champions, peut-être il y a 2 ans avec le Bayern contre le Paris Saint-Germain, d'ailleurs qui est un bon joueur de rotation mais qui n'est pas un titulaire pour être en quart de finale de Ligue des Champions, et Leimer qui n'est pas à son poste. Voilà, peut-être l'inexpérience finalement d'une équipe expérimentée, paradoxalement. Pareil pour Rubig, c'est dommage, c'est dommageable pour le Bayern qui avait l'effectif pour bien faire, qui a été un peu plombé par les blessures, oui, il faut bien le dire, forcément. Mais les blessures, ce n'est pas non plus, selon moi, que de la malchance. Il y a peut-être aussi une meilleure gestion à faire de Vincent Kompany, qui également était sa première expérience en Ligue des Champions aussi. Donc voilà, il y a plein de leçons à en tirer de ce côté du Bayern, et Kompany l'a montré plusieurs fois en interview qu'il a cette remise en question nécessaire. Donc j'ai totalement confiance en lui. Voilà, il faut tirer les leçons de cette double confrontation et revenir plus fort avec un effectif plus fourni, avec des joueurs qui ont encore plus envie de mouiller le maillot. Et puis voilà, ça s'arrête ici pour cette saison 2024-2025, mais le Bayern reviendra plus fort, et puis en espérant maintenant que les derniers matchs nous offrent des beaux spectacles pour encore kiffer cette fin de Ligue des Champions. Bon les amis, le football a gagné. Je suis désolé de le dire comme ça. Le football a gagné. Le Real Madrid est éliminé 5-1 score cumulé de la Ligue des Champions. Contre un Arsenal un peu à l'image d'un Inter. Une équipe qui a le même entraîneur depuis des années, qui a un plan de jeu complètement abouti malgré les blessures, malgré le fait de jouer avec Merino qui finit avec 2 passes décisives d'ailleurs ce match. En pointe, voilà, des joueurs qui ne sont... Voilà, pas les meilleurs à chaque poste. Lewis Kelly, Kivior, Timber, latéral droit, Thomas Partey au milieu de terrain. Voilà, Arsenal, la force collective contre les forces individuelles. Eh bien, je peux vous le dire, je suis bien content que ce soit la force collective et que le travail d'un entraîneur puisse encore payer dans le foot en 2025. Au lieu d'avoir juste des stars devant qui ne savent pas jouer ensemble. C'est la preuve qu'il y a encore un écart et une différence entre FIFA Ultimate Team et la réalité, et ça fait plaisir à voir. Donc voilà, Arsenal qui aura parfaitement géré sa double confrontation après s'être imposé 3-0 avec le magnifique doublé de Declan Rice sur coup franc. Le Real, voilà, qui promettait l'enfer à Arsenal durant cette semaine pour le retour au Bernabeu. 90 minutes au Bernabeu, c'était long, qu'il disait. Eh bien, on a vu que finalement,
la légende devait s'arrêter quand même un jour avec ce Real Madrid. C'était surtout très long pour leurs supporters, moi je pense. Ouais. Non, on va arrêter de vanner un petit peu. Non, en vrai, pour moi, ce choc, il faut dire ce qui est, c'était peut-être le plus alléchant sur le papier, peut-être aussi le plus équilibré de prime abord. Malheureusement, ça a été le moins. Ouais. Le match aller, honnêtement, de par ces moments, comme tu dis, double coup franc de Declan Rice, moment historique, on en a parlé en long et en large sur toute la planète football depuis une semaine. Et comme tu dis, ça faisait mousser forcément parce que le Real Madrid évidemment, est certainement le seul club qui aurait pu retourner une situation comme ça. Ouais. Mais il y a un moment, quand ton projet collectif devient autant pauvre, où tu dois payer. Ouais. Et je pense qu'il y a des matchs, moi je pense par exemple au match contre City, c'était vraiment l'arbre qui cachait la forêt. Et complètement. Pourtant, même les fans madrilènes commençaient quand même à se plaindre parce que eux qui regardent leur équipe tous les week-ends, on peut que des fois les plaindre parce que pareil, je trouve qu'ils proposent vraiment pas grand chose en Liga. Ils arrivent encore à accrocher la deuxième place, mais chaque week-end, c'est des batailles sans nom. Et là, en Ligue des Champions, ils se retrouvent là. On sait que c'est leur compétition. On sait que Arsenal, à l'inverse, on a parlé d'antithèse au match aller. C'est un peu cette équipe qui joue bien depuis plusieurs années, mais c'est un peu une équipe de perdants, si on dit le terme très crûment, alors que le Real, c'est les gagnants ultime, même quand il ne joue pas bien, cette fois voilà. Comme tu as dit, le football a gagné, c'est une chouette manière de le dire, je pense, parce que ça prouve, comme tu dis, et c'est très bien pour le football, que ce ne sont pas forcément les individualités. On l'a vu pour moi beaucoup dans le foot de sélection ces dernières années, et là on commence à le voir dans le football de club, même si c'est pas forcément les meilleures individualités, les meilleurs effectifs qui sont au rendez-vous des demi-finales, qui seront au rendez-vous des demi-finales. Je pense que c'est potentiellement les 4 projets collectifs les plus matures sur l'année. Il n'y a qu'à voir, si on regarde la phase de Ligue, on a quasiment le top 4 à l'exception près du Paris Saint-Germain qui a sorti Liverpool premier. Donc voilà, la logique est respectée et ça récompense tout simplement les meilleurs projets de jeu sur cette saison 2024-2025. Le Real, pour venir rapidement sur eux, on dédiera très certainement prochainement une vidéo, un fameux deep dive sur eux, parce que c'est vrai que c'est un club qui est déjà fascinant parce que c'est certainement le club qui intéresse le plus de monde sur la planète football, mais aussi et surtout parce que cette année ils se sont clairement perdus. Et on va essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi, mais en passant très brièvement, on voit que c'est juste un effectif qui est trop déséquilibré, que ce soit sur le plan déjà individuel, enfin... Il n'y a pas besoin forcément d'avoir passé tous ces diplômes d'entraîneur, j'ai l'impression, pour comprendre que certains joueurs, Mbappé et Vinicius, comme tu as dit, on n'est pas sur FIFA Ultimate Team, des fois c'est compliqué dans la vraie vie d'avoir des joueurs qui comme ça, n'ont pas forcément un sens très aigu du collectif. À l'inverse, on a des joueurs qui l'ont, et moi ça me fait un peu de la peine, par exemple, pour des gars comme Fede Valverde, que je trouve exemplaire, même des Asensio, enfin voilà, il y en a quand même beaucoup qui, comme il va Thibaut Courtois, irréprochable aussi comme d'habitude. Mais voilà, il paye le fait de n'avoir finalement pas vraiment de structure défensive, pas de structure offensive. Si vous regardiez dans le match d'hier, moi j'ai l'impression que le seul moment où le Real a tenté un petit peu d'être dangereux, c'était sur des centres, et ça veut pour moi tout dire, parce que centrer 109, à quoi bon finalement? Mais c'était finalement un peu la seule arme qu'ils avaient hier soir. À l'inverse, Arsenal, moi c'est l'équipe qui m'a laissé la meilleure impression et de loin sur ces quarts de finale. Ils montent en puissance, ils sont vraiment impressionnants parce que eux, on a parlé de blessures avant pour le Bayern, Kivior Louis Kelly, ça me fait vachement penser à Dyer Stanisic. En gros, c'est pas les titulaires en puissance à ces postes-là, et force est de constater qu'ils ont su répondre présent. Et voilà, c'est tout le collectif d'Arsenal qui a été vraiment à la hauteur de cette double confrontation, qui ont sorti le patron de la compétition. Donc moi j'en fais vraiment un très 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 sérieux contender pour la victoire finale. Et chapeau, franchement chapeau aux hommes d'Arteta. Autant j'ai envie de louer la performance d'Arsenal que de tirer sur le Real. Pour moi il y avait vraiment pas photo sur la double confrontation. Et le retour à Bernabéu qui est normalement le théâtre de tous ces films à rebondissement, ne l'aura pas été, et pour moi c'est porteur d'un gros symbole ce soir. Mais pour revenir un peu sur Arsenal, félicitations à Arteta qui enfin voit son travail récompensé. Faut se souvenir d'où on vient, et il faut se souvenir qu'Arteta était proche de la sortie à certains moments du côté d'Arsenal. C'est ce qu'on dit. Voilà.
faut suivre le processus, faut croire au changement. Et Arteta a su faire de cette équipe qui honnêtement n'a aucun joueur qui sont les meilleurs à leur poste, si ce n'est peut-être Odegaard et Saka, et Saliba et Rice dans certains... Par rapport au Real, c'est pas la même chose. Voilà. Faut vraiment rendre à César ce qui appartient à César, et Arteta fait un travail monstre. Et puis pour terminer sur le Real Madrid, nous sommes le 17 avril 2025 et je pense que retenez ça, mais honnêtement, je pense que le Real vit une fin de cycle et un tournant. Après 15 ans à avoir raflé une Champions League sur 2 ou presque, je pense que le Real va vivre maintenant quelques années très très compliquées parce que le projet de jeu et le projet collectif est au niveau... Honnêtement, c'est l'équipe, si on prend les 16 équipes qui étaient en 8e de finale, c'est peut-être le projet collectif le moins abouti. Même si on connaît bien évidemment pas tous les projets collectifs du PSV Eindhoven, du Feyenoord, etc. Mais collectivement, c'est l'équipe qui était la plus déséquilibrée, qui était la moins structurée défensivement, etc. Des cadres européens, quoi. Ouais, Carlo Ancelotti, voilà, grand respect à ce monsieur. Il a gagné la Ligue des Champions avec 3 clubs différents, c'est exceptionnel la carrière qu'il a eue, mais il n'a peut-être plus les armes pour s'adapter au football moderne de 2025. Et voilà, pour terminer sur l'effectif, je ne suis pas sûr que peu importe le coach que tu mettras après à la tête de cette équipe... C'est la question que je voulais te poser. Ouais, justement, peu importe le coach, est-ce qu'un coach, vraiment, va réussir à faire d'Mbappé un attaquant de pressing? Je ne suis pas sûr. Non, mais après, pour moi, il faut pas les enterrer quand même. Je pense que s'ils vont trouver un coach, je sais pas, ça parle de Alonso par exemple, oui. Ça parle même de Jürgen Klopp, je sais plus. Oui, mais autant Alonso que Jürgen Klopp sont des entraîneurs qui sont très modernes dans leur façon d'aborder le foot. Les deux demandent un pressing, les deux demandent un contre-pressing, les deux demandent beaucoup de mouvement, beaucoup de disponibilité avec ballon. Moi, honnêtement, je ne suis pas sûr qu'un entraîneur puisse, avec cet effectif-là, faire du Real une équipe prétendante à la Ligue des Champions quand on voit les projets de jeu des autres cadres européens. C'est bien possible. On en parlera dans notre vidéo, mais c'est vrai que pour lancer un peu le truc, en général, les Galactiques, ça a rarement marché dans l'histoire du foot. C'est vrai. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est Arsenal qui rejoint le dernier carré, qui rejoint 3 autres équipes top. Donc franchement, on a super hâte de ces 2 finales, on aura le temps d'en parler. C'est pour dans 2 semaines. Pour dans 2 semaines, on fera notre petite vidéo pronostic. Et puis pour terminer celle d'aujourd'hui, les amis, cette vidéo-là, on va terminer avec la traditionnelle unpopular opinion. Et aujourd'hui, c'est Quentin qui vous propose la sienne. Effectivement, c'est à mon tour et ça tombe très bien que vous ayez sous les yeux cette petite image parce que ça concerne directement un joueur qui est présent à l'écran. Pour moi, les amis, et je parle pas de statistiques ou uniquement sur cette saison, mais pour moi, le meilleur joueur de première ligue, c'est pas Mohamed Salah, c'est pas Erling Haaland, c'est Bukayo Saka. Ok, même avec les 3 mois de blessure. Quand il joue, évidemment. Quand il joue, ok. Mais pour moi, quand il joue, Bukayo Saka, intrinsèquement, est le meilleur joueur de première ligue. Le meilleur joueur de première ligue. Voilà. Ok. L'unpopular est posé, les amis. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que Bukayo Saka est un meilleur joueur intrinsèquement que Mohamed Salah, qu'Erling Haaland, que Kevin De Bruyne ou que Martin Odegaard? Vous pourrez également aller voter si vous êtes d'accord ou pas dans la story de notre compte Instagram. L'unpopular sera disponible dès la sortie de la vidéo ou quelques heures après. Mais en attendant les amis, nous on a terminé avec ce débrief des matchs retour et des quarts de finale de cette Ligue des Champions 2024-2025, bien que ça nous ait fait mal forcément en étant fan du Bayern. Mais il reste beaucoup d'équipes qui jouent bien au foot, donc ça promet des belles demi-finales en tout cas, et une belle finale et peut-être un champion inédit, le premier peut-être si c'est Arsenal ou PSG qui remporte la Ligue des Champions, peut-être la première fois qu'un champion sera champion d'Europe. Mais en attendant, on vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Et prenez soin de vous les amis. Ciao ciao. Ciao ciao.